Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment monitorer la performance des applications SaaS afin de les optimiser, afin aussi de résoudre des problèmes d'exploitation ressentis par les utilisateurs pour la partie SaaS. Donc là, vous voyez nos premiers slides. On va aujourd'hui vous présenter pourquoi c'est important. On va vous présenter aussi qu'est-ce qui drive l'expérience en fait des utilisateurs quand ils se connectent à des applications SaaS. Comment on peut le monitorer, quels outils on peut utiliser, quels éléments sont importants. Et puis on finira par vous présenter un cas concret d'analyse en fait sur du SaaS. Alors peut-être quelques mots pour Kadiska. Tout ce qui est monitoring en fait de performance SaaS fait partie de l'essentiel, du cœur des problèmes qu'on veut résoudre. En fait, la raison d'être de Kadiska en deux mots, elle suit finalement l'évolution des infrastructures IT. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle totalement traditionnel où des sites se connectaient par un réseau opérateur, où les chemins étaient assez statiques, vers des centres de données où on avait des applications. Éventuellement, après, on a fourni l'accès à des applications SaaS via ce canal du data center. Mais au fur et à mesure, on a intégré beaucoup d'éléments d'hybridisation. C'est-à-dire qu'on a repris des applications qui étaient dans le data center, on les a migrées vers des plateformes IaaS ou PaaS. On a migré énormément de choses qui étaient dans le data center vers du SaaS. Ça, c'est pour la partie, on va dire, hébergement des applications, et c'est un changement majeur. Ensuite, il y a une part de changement qui concerne les réseaux qu'on a utilisés, c'est-à-dire qu'on est passé de réseaux opérés avec des chemins statiques, un MPLS par exemple, qui vous emmène d'un site distant vers un ensemble de data centers relativement limité, à s'appuyer sur des réseaux beaucoup plus dynamiques, des réseaux publics, Internet, où en fait, on enchaîne plusieurs réseaux d'opérateurs pour joindre une ressource, soit directement, quand je me connecte, je sais pas, une application SaaS, un Google Suite, un Salesforce, j'utilise finalement la connectivité Internet pour ça. Ça peut aussi être utilisé comme un underlay pour des réseaux privés, c'est ce qu'on appelle du SD-WAN. Et puis ensuite, on a ajouté d'autres éléments à cette connectivité publique, qui sont tout ce qui est Secured Web Gateway, CASB, c'est des solutions comme un Zscaler, un Netscope, un Prism par exemple. Et puis le dernier élément, c'est une évolution plus récente, qui est où se trouvent les utilisateurs. Et en fait, de plus en plus souvent, les utilisateurs se trouvent hors du périmètre de l'entreprise et se trouvent en situation de télétravail, en se connectant soit de façon plus traditionnelle avec des VPN via Internet pour rejoindre le centre de données, soit directement vers les SaaS, soit au travers de plateformes comme Zscaler. Alors en quoi ça pose un problème? En fait, ça pose un problème de visibilité important quand on pense observabilité, monitoring de performance. Pourquoi? Parce que en fait, les différents éléments qu'on a ajoutés, sur la couche applicative, on est sur des infrastructures qu'on ne maîtrise pas, donc on ne peut pas les instrumenter de façon traditionnelle. Donc grosso modo, ce qui est les solutions traditionnelles d'APM posent un problème. On ne peut pas les implémenter sur du SaaS, on ne peut pas les implémenter sur du PaaS. On a du mal à les implémenter sur des infrastructures hybrides ou ces infrastructures où on ne maîtrise pas ça. Le deuxième élément, c'est que ces flux-là, à l'inverse d'il y a quelques années, sont systématiquement chiffrés et de façon forte, c'est-à-dire où le déchiffrement est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place du Diffie-Hellman, du TLS 1.3, et qu'aujourd'hui, on n'a plus une clé privée avec laquelle on pourrait déchiffrer le trafic pour regagner une visibilité. Alors ça concerne plutôt les solutions, on va dire, traditionnelles de monitoring de performance réseau, ce qu'on appelle NPM. Donc, premier modèle, première limite, le chiffrement. Comme pour l'APM, l'impossibilité de capturer du trafic dans les autres plateformes SaaS ou PaaS ou même IaaS de façon viable. Et puis, le deuxième élément, c'est le caractère même des réseaux. C'est des solutions qui ont été conçues pour des réseaux qui étaient relativement statiques dans les chemins. Et en fait, ils ont du mal à donner une visibilité des changements de chemin et du caractère dynamique
des chemins qui sont empruntés et de la relation en fait avec la performance réseau. Et puis pour la partie vraiment expérience utilisateur, tout ce qui est technologie RUM pour Real User Monitoring, s'adapte pas du tout à des applications qui sont fournies par des tiers comme des applications SaaS. Donc voilà, ça c'est le portrait de départ. L'objet de Kaliska, c'est vraiment de résoudre en fait les points que vous voyez apparaître en rose, qui sont des angles morts en termes de visibilité, et on va s'intéresser principalement à celui du SaaS. Alors, quand on parle SaaS, pourquoi c'est important? Aujourd'hui, 80% des applications métiers sont des applications SaaS. Donc, c'est dans le patrimoine applicatif d'une société, c'est un élément clé dans le SaaS. Le deuxième élément, ça concerne énormément de fonctions différentes. Donc la palette est très très importante. On pense forcément à des choses comme Teams ou Google Meet ou Zoom, mais en fait, les call centers vont s'appuyer également sur du SaaS et pour la voix et pour d'autres choses. Tout ce qui est CRM a migré largement vers du SaaS. Il y a des applications destinées à des clients qui permettent en fait de faire des portails qui s'appuient également sur du SaaS. Et puis, il y a des applications beaucoup plus métiers dans l'industrie, la logistique ou même dans l'IT. Je ne sais pas si vous pensez au développement d'un ServiceNow, etc. Toutes ces applications-là sont des SaaS. Ça, c'est le premier élément. C'est très important. Et puis, il y a une deuxième dimension, en fait, dans la problématique SaaS qui est importante, c'est que le SaaS, au départ, ça a été des applications auxquelles on accédait qui étaient relativement monolithiques, c'est-à-dire qu'on y accédait, elles faisaient une chose, elles étaient bien séparées du reste. Aujourd'hui, le SaaS est complètement imbriqué, en fait, avec les autres solutions, c'est-à-dire avec les applications métiers, et ça ajoute une notion de complexité, c'est-à-dire que le SaaS n'est pas que du SaaS. Le SaaS peut aller chercher des données dans une autre application, dans un cloud privé, dans un cloud public, et les afficher. Et à l'inverse, une solution qui est mise en œuvre dans un PaaS peut s'appuyer sur des données qui viennent d'un Salesforce, d'un France.com, et complexifier en fait le rendu des applications et du coup l'observabilité en termes de performance. Alors, le SaaS, c'est important, mais surtout, le SaaS, c'est aujourd'hui quelque chose de relativement problématique. Quand vous regardez les statistiques sur l'utilisation du SaaS, 42% des utilisateurs considèrent que c'est tout le temps médiocre, c'est-à-dire très insatisfaisant. Ça, c'est un élément important. C'est tout le temps important et 50% des entreprises considèrent que leur visibilité s'est réduite et qu'ils ont moins de moyens en fait d'optimiser, de diagnostiquer des problèmes. Et dernier chiffre très important, 39% des problèmes d'expérience utilisateur sur du SaaS passent totalement inaperçus au niveau de la DSI. Ça, c'est un élément crucial. Alors si on continue, qu'est-ce qui peut mal tourner dans le SaaS? En fait, ce qui est intéressant quand on parle de SaaS, c'est de passer d'une vision qu'on avait du SaaS où on avait quelque chose de relativement simple qui était l'idée de mes utilisateurs passent par Internet, se connectent à une plateforme monolithique SaaS, eh bien, ce n'est pas exactement aussi simple que ça. Et en fait, il y a beaucoup de couches qui peuvent engendrer des problématiques de performance, et c'est pour ça que la performance SaaS, en fait, est pas facile à maîtriser. La première, c'est la notion de redirection. C'est-à-dire que des plateformes SaaS globales cherchent à optimiser leur présence pour une clientèle qui est globale, du coup disséminent leur infrastructure de façon globale aussi, et en général, leur infrastructure, elle n'est pas monolithique, c'est-à-dire qu'ils ont un ou plusieurs CDN, ils ont plusieurs plateformes cloud à leur disposition ou centres de données à leur disposition pour servir les différentes régions. Ils ont souvent des services de tiers qui sont intégrés. Et pour chacun de ces services-là, en fait, il va y avoir une interprétation de la géolocalisation de chaque utilisateur et une redirection qui va être faite bien ou mal. Et ça, c'est une première source de déperdition en termes de performance. C'est-à-dire que assez souvent, quand on parle de SaaS, les utilisateurs ne sont pas redirigés de façon efficace vers un point qui est réellement proche d'eux-mêmes. Ensuite, il y a des choses qui sont propres à l'environnement de l'utilisateur. Si on pense que ce soit sur site ou que ce soit en télétravail, tous les aspects en fait de réseau local, Wi-Fi ou filaire, tous les aspects de fournisseurs d'accès locaux sont importants. C'est-à-dire comment je sors et à quelle vitesse j'atteins un backbone Internet pour ensuite me diriger vers les différents éléments de la plateforme SaaS, c'est important. Et ensuite, il y a le chemin Internet
ou il peut y avoir des routes qui sont plus ou moins directes. On peut imaginer qu'un opérateur pire directement avec un fournisseur SaaS, mais que dans d'autres cas, il faille traverser le réseau de plusieurs opérateurs et que là, on puisse soit avoir une route plus longue, soit avoir une route qui présente des dégradations et que ça pose problème. Quatrième élément, à juste titre, énormément de clients ont mis en œuvre des solutions de protection en fait de leurs utilisateurs dans ce nouvel environnement. C'est ce qu'on appelle des CASB ou des clouds, des solutions par exemple qui s'appellent Zscaler ou Netscope par exemple. Et ces solutions-là, elles ont une capillarité, une couverture en fait qui varie de région en région, qui peut être proche, qui peut être lointaine, où il y a également un phénomène de redirection, c'est-à-dire que un utilisateur qui se trouve en Inde sur un opérateur peut être redirigé correctement vers le nœud indien de cette solution-là, mais il peut aussi faire l'objet d'une erreur et être redirigé sur la côte ouest des États-Unis avant de rejoindre l'Europe. Et dans ce cas-là, ça aura un impact de performance très important. Cinquième élément, bien sûr, c'est une application avec énormément d'autres différents qui apparaissent ou qui sont utilisés. En général, quand on parle d'une application SaaS, on parle d'une vingtaine ou une trentaine de noms d'autres différents. Tous ces services-là ont une performance et ont un impact différent sur les performances ressenties par les utilisateurs. Et puis le dernier élément qui est bien sûr central, c'est le navigateur. C'est-à-dire que le navigateur lui-même a un impact sur les performances qui vont être ressenties par les utilisateurs. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte en fait quand on va parler d'observabilité d'un point de vue SaaS. Alors, est-ce que on passe à un sondage est-ce que vous savez combien d'applications SaaS sont utilisées dans votre contexte de travail, au niveau de votre société ou de vous-même? On va laisser ce sondage-là 1 minute. Pour nous, c'est très important de collecter cette information-là, de collecter le fait que vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs. On ne sait pas toujours si combien d'applications sont réellement utilisées. Voilà, je vous laisse 30 secondes pour y répondre. Vous avez un lien en bas pour ce faire. Voilà, j'imagine que vous avez eu le temps de le faire maintenant. Je vais arrêter d'afficher et je vais reprendre le fil de la présentation. Alors, quels sont les défis de la performance SaaS? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est compliqué en termes d'observabilité quand on s'intéresse vraiment à du SaaS? Le premier élément, on n'a pas de contrôle sur l'infrastructure. C'est-à-dire que quand on regarde une application SaaS, elle est située dans un endroit où on ne peut pas placer d'agents, où on ne peut pas placer de capture de trafic. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la notion de chiffrement. C'est-à-dire que tout est chiffré et partout. Ça veut dire quoi d'un point de vue performance? Ça veut dire que toutes les démarches qui s'appuient en fait sur des analyses de trafic réseau pour comprendre les performances vers du SaaS vont pas vous remonter plus que des volumes, éventuellement des problèmes vraiment sur des couches extrêmement basses au niveau TCP. Mais pour tout ce qui est perception de la performance utilisateur, ce sera une solution qui permettra pas de résoudre des problèmes. Dernier élément suivant, les utilisateurs sont extrêmement distribués. Ils sont distribués sur des sites. Ils peuvent passer par des connectivités différentes en fonction des sites distants sur lesquels ils se trouvent. Et ils ne sont pas forcément tous centralisés sur un point. Parfois oui, parfois non. Et puis, pour tout ce qui concerne les travailleurs à distance, ils peuvent passer sur des mécanismes de connectivité très différents et on peut imaginer que c'est très difficile de collecter de l'information au niveau des postes, au niveau de leur réseau pour chacun d'entre eux, comme on le faisait auparavant pour des applications classiques. Les plateformes elles-mêmes sont distribuées, donc on ne parle pas du tout d'une plateforme qui est centrée sur une plateforme d'hébergement, un cloud, un CDN, mais quelque chose qui est distribué sur des dizaines de points. Et ça, c'est un autre élément. Dernier élément, capter les redirections liées à la géolocalisation, c'est compliqué, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que ça varie.
C'est-à-dire que je suis ici redirigé à un endroit. Si je garde la même connexion réseau, je continue à sortir par la même IP, ma redirection peut changer tout au long de la journée. Et bien sûr, si on parle de moi et d'un de mes voisins qui utilise un autre opérateur à 100 mètres de moi, j'aurai d'autres problématiques, d'autres redirections, probablement pour beaucoup des hostnames en fait d'un SaaS. Et puis le dernier élément, c'est l'élément de application web moderne. C'est-à-dire que SPA, ça veut dire Single Page Application. La plupart des SaaS modernes sont construites sur ce modèle-là, c'est-à-dire où on charge un certain nombre de bundles JavaScript, et ces bundles JavaScript vont ensuite, sans changer de page, interpréter toutes les interactions d'utilisateurs et en fonction de ça, faire des calls d'API pour aller chercher des données, des images et les afficher dans le browser. Alors en quoi c'est une complexité? Déjà, les calls d'API peuvent être faits sur énormément de points différents. Et ça, il y a cette notion de distribution, mais surtout, la plupart des solutions de monitoring classiques web sont orientées en fait sur le chargement des pages. Et dans une SPA, le chargement des pages, ça représente pas grand-chose en fait pour l'expérience utilisateur. Je vais prendre un exemple très simple. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec Google Mail. Vous chargez Google Mail une fois par jour, et puis ensuite vous n'allez pas changer de page, jamais. Vous n'allez pas charger cette page-là plus d'une ou deux fois par jour. Par contre, vous allez faire énormément d'interactions, de calls d'API quand vous allez écrire vos mails, les envoyer, les sauvegarder, faire des recherches. Et c'est ça qui fait l'expérience. Et c'est pas du tout représenté en fait par les chargements de pages, qui sont la manière traditionnelle de représenter la performance d'une application web. Alors du coup, ça nous laisse avec quoi comme solution? Quand on parle avec des clients, grosso modo, ils pensent à leur solution NPM et ils se heurtent au chiffrement quand on parle de NPM. Ils se heurtent à des difficultés sur savoir où ils peuvent capturer le trafic. Bien sûr, c'est difficile de capturer le trafic de façon distribuée dans le cloud. C'est difficile de capturer du côté utilisateur quand les utilisateurs sont très distribués. Et puis, cette notion de capture, elle va jamais représenter, en fait, les notions de changement de chemin et de changement de route qui sont cruciales, en fait, dans la connectivité vers du SaaS. Et puis enfin, il y a une dernière difficulté qui est l'adoption de nouveaux protocoles. C'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure, s'orienter vers de l'HTTP2 qui permet de paralléliser plus de requêtes, vers de l'HTTP3 ou du Quick. Et là, on passe sur des protocoles IDP et toutes les solutions d'analyse de trafic sont relativement inadaptées aujourd'hui à ces protocoles-là et ne vont pas vous donner grand-chose. Ensuite, on pense souvent test synthétique. Et quand on parle test synthétique, la difficulté, elle est que c'est difficile en fait de maintenir des scénarios. Si vous avez une application SaaS, cette application SaaS, elle peut changer à tout moment. Votre fournisseur SaaS ne va pas vous prévenir, l'IT ne sera pas mis au courant non plus. C'est les utilisateurs qui vont peut-être se rendre compte de la part de changement qui est visible pour un utilisateur. Mais du coup, fabriquer des scénarios, c'est compliqué. Et puis, deuxième élément, c'est que les utilisateurs, en fait, contrairement à des applications de type e-commerce, etc., ont des scénarios d'utilisation qui eux-mêmes sont beaucoup plus variables et beaucoup plus compliqués et difficiles à représenter dans les scénarios. Du coup, cette approche de scénario, elle est peu maintenable et difficilement représentative, en fait, de l'expérience des utilisateurs. Et puis, souvent, ces outils-là sont assez inadaptés aussi à des SPA, c'est-à-dire des applications monopage, et vont vous donner des métriques qui vont pas représenter correctement l'expérience utilisateur. Et puis, il y a le RUM traditionnel, mais le problème du RUM traditionnel, c'est qu'on n'a pas accès en fait à l'application quand on parle d'application SaaS. Donc, il faut trouver un moyen de faire ça, mais au niveau utilisateur. Et souvent, les limites qu'on va avoir, c'est déployer un agent supplémentaire sur le poste utilisateur. C'est coûteux en ressources, ça pose pas mal de problèmes de surface d'attaque d'un point de vue sécurité. Ça passe des problèmes de maintenabilité des OS. Et en général, on cherche à faire autrement. Okay. Donc, si on pense notre solution, nous, on la pense autour de qu'est-ce qu'il faut représenter pour comprendre la performance d'un SaaS. Et ça, c'est les facteurs clés du SaaS. Donc là, ce slide-là, il vous représente en fait vos utilisateurs en haut, les couches intermédiaires de sécurité cloud qui se trouvent au milieu, les réseaux publics avec éventuellement un overlay SD-WAN, et puis un SaaS avec une distribution de nodes supplémentaires qui peuvent être situés à des endroits géographiques très différents les uns des autres. Qu'est-ce qu'il faut capter? Il faut déjà capter quelle est la latence globale entre vos utilisateurs et les différentes parties de chaque plateforme SaaS. Sachant que ça peut varier beaucoup. Vous pouvez avoir des parties qui sont très très proches et des parties qui sont très lointaines. Deuxième élément, il faut comprendre
quel est l'impact à la fois de la latence réseau au travers du réseau public, et il faut comprendre éventuellement si vous avez des sauts intermédiaires comme des protections SASI ou CASB, des Zscaler, des Netscope, bah, il faut comprendre quel va être leur impact sur la performance des utilisateurs. Alors, ça a un impact réseau parce qu'on redirige, on doit joindre ces plateformes-là, puis ça a un impact de processing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai du firewalling ou une proxification du flux, ça a un impact aussi de performance et il faut réussir à le mesurer. Et puis, le deuxième élément, c'est à quelle vitesse les serveurs en fait, de la plateforme SaaS répondent, basique mais important, à quelle vitesse on transfère les données vers les utilisateurs. Et puis après, il y a une notion qui est très importante qui est à quelle vitesse le navigateur est capable de rendre, d'afficher en fait les données à l'utilisateur. Voilà. Ça, c'est exactement toutes les informations qu'il faut réussir à capter dans une solution pour ensuite avoir une démarche structurée pour monitorer, superviser, optimiser les performances SaaS. Et c'est surveiller, c'est-à-dire comprendre quelle est l'expérience utilisateur de mes utilisateurs SaaS en fonction du contexte, détecter en temps réel qu'il y a une dégradation, savoir exactement quelles applications sont concernées, quels utilisateurs, quelles transactions, quelle est la couche d'infrastructure qui pose problème, isoler cette couche d'infrastructure et comprendre, voilà, j'ai un problème réseau, j'ai un problème de navigateur, j'ai un problème de CASB, j'ai un problème de réponse de mon SaaS, et ensuite pouvoir mener une analyse plus détaillée et être capable de le caractériser. Pourquoi pour avancer vers une résolution, soit qu'on effectue en direct, soit qu'on fait effectuer par par un tiers. C'est-à-dire qu'on peut aussi ouvrir des tickets avec des informations de ce type-là vers un CASB, vers un SaaS et les adresser et obtenir une résolution. Et puis, dernier élément qui est très important, c'est que si on obtient une résolution, il faut qu'on puisse également valider que la résolution, elle est fonctionnelle. Voilà. Alors, on me demande si on transmettra la présentation. Bien sûr, elle sera transmise après, de même que le replay, si vous voulez le partager avec des collègues. On vous enverra ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est de tout simplement voir la solution dans un cadre réel. Donc, je vais changer mon partage d'écran et vous montrer un exemple de performance SaaS, en fait, dans un environnement qui est celui de notre petite équipe. Et de vous montrer, en fait, des éléments marquants de ce qui peut faire la performance SaaS et de comment on peut monitorer tous ces éléments. Donc là, vous voyez, j'ai un premier tableau qui représente finalement les applications clés pour notre équipe. Donc, vous avez des applications qui sont internes, Kadiska Platform par exemple, des applications fournies par Google, des applications de CRM comme HubSpot, de gestion de tâches comme Asana. Puis pour chacune de ces applications, vous avez une première valeur qui vous dit combien j'ai d'utilisateurs qui se connectent dessus, quel est le temps moyen passé par un utilisateur sur ces applications-là, quelle est la connectivité moyenne. Alors, c'est de la connectivité moyenne parce que c'est la latence, en fait, entre un utilisateur et l'ensemble des nœuds d'une plateforme SaaS. Et vous voyez que vous pouvez avoir des variations très importantes. Car vous voyez, en général, on est assez proche des applications Google. Par contre, on peut se retrouver très loin de certaines applications, par exemple comme Asana. Et on pourra s'intéresser à ça. Ensuite, on a des métriques de performance, d'expérience utilisateur pour des applications plus traditionnelles. Là, on parle de chargement de page, soit complète, soit d'affichage d'un premier élément de performance. Et là, vous voyez que quand on parle d'application single page, l'application sur laquelle on est, Kadiska en est une, ou Google Mail en est une, on a des chargements de pages, mais relativement peu souvent. Et puis ensuite, tout est drivé en fait par les calls d'API qui sont mesurés ici. Donc quand on va regarder une application de type single page application, on va regarder principalement ces éléments-là qui nous permettent ensuite de comprendre quel est le temps de processing d'une requête utilisateur et surtout qu'est-ce qui drive cette performance-là. Est-ce que c'est une redirection? Est-ce qu'on a des problématiques d'attente, c'est-à-dire que le navigateur ne peut pas lancer suffisamment de requêtes à la fois et qu'il les retarde? Est-ce que c'est des problématiques réseau, c'est-à-dire DNS, latence TCP, TLS? Est-ce que c'est le processing server ou est-ce que c'est le transfert de données? Vous voyez, quand c'est du Google Docs, c'est clairement le transfert de données qui est proéminent. Quand on est sur du Teams,
c'est clairement le processing server qui va poser problème, puis ensuite combien d'erreurs on a. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision synoptique, c'est-à-dire de pouvoir dire combien d'utilisateurs j'ai, dans quel pays, combien sont en remote, combien sont sur site et où est-ce qu'ils se trouvent, de pouvoir faire la même chose avec des temps de chargement et de comprendre, tiens, les gens qui se connectent depuis la Thaïlande, par exemple, ont des performances qui sont moins bonnes que ceux qui sont directement en France. Et ensuite, de pouvoir lier ces informations-là soit à la connectivité, c'est-à-dire aux fournisseurs, soit on est sur site, soit on passe par un fournisseur, un Zscaler ou un ISP, et de comprendre, est-ce que les gens qui se connectent à mes applications depuis Zscaler ont une bonne connectivité jusqu'à Zscaler, est-ce qu'ils ont une bonne expérience, ou de le faire par rapport à un pays ou une région. Et là, on va voir, vous voyez, par exemple, que les gens qui sont à la R&D de Paris ont une très bonne connectivité, mais ils ont eu des problèmes de temps de réponse serveur. Ou de le faire par rapport au type de device et au browser. Si on veut aller plus loin dans la compréhension de du rapport entre le contexte d'un utilisateur et son expérience, on peut cliquer sur User Group et puis voir l'évolution de l'utilisateur, voir l'évolution du temps de chargement de page ou des calls API. Et vous voyez que là, il y a des dégradations et des erreurs. Et ensuite, le mettre sur une carte et le mettre en rapport en fait avec soit la présence à distance, soit la présence sur site, et de comprendre quel impact en fait le contexte dans lequel les gens utilisent la solution a sur l'expérience. Donc là, vous voyez, j'ai des gens qui sont à Toulouse avec cette connectivité-là, une très bonne perf. J'ai des gens qui sont à la R&D de Paris avec des problèmes de perf, mais côté serveur. J'ai des gens qui sont chez Zscaler qui ont plutôt une bonne expérience. Et là, on voit que le coût performance de Zscaler est relativement faible. Et à l'inverse, je peux trouver des gens qui passent par cette corporation-là et qui ont une mauvaise connectivité, mais des performances qui restent acceptables. Alors qu'à l'inverse, j'ai des gens qui se connectent via Colt et qui ont principalement des problématiques de transfert de données. On peut grapher ça de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut grapher la connectivité pour identifier les gens qui viennent d'Asana depuis Internet directement ont une relativement mauvaise perf. À l'inverse, je peux me dire, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui passent par Zscaler, ils vont vers Kaliska Platform en temps de temps, ce qui permet de filtrer. Ces éléments-là peuvent aussi être filtrés. C'est-à-dire que si vous voulez, si je me plains, moi, Boris Rogier, vous pouvez établir un filtre sur Boris Rogier et voir la performance ressentie par Boris Rogier, les applications qu'il utilise, voir quelle est la nature des problématiques qu'il rencontre, et ensuite mener un diagnostic. Vous voyez, si on s'intéresse à Boris Rogier, on va se demander, où est-ce qu'il a une bonne ou une mauvaise connectivité. Il a une très mauvaise connectivité vers Asana. On peut se demander, tiens, quand il a eu ce moment qui était très mauvais, il a été connecté chez Orange, il a eu des problématiques de transfert de données et c'était sur Google Docs. Et ensuite, on peut redescendre jusqu'à un niveau de détail, comme si on était connecté sur la machine, c'est-à-dire que je peux regarder exactement quels sont les éléments qui ont été très longs à charger, quelle page il a essayé de charger, et si j'ai une page, par exemple, ici, vous voyez, d'UpSpot qui a pris du temps à charger, je peux voir qu'il y a une redirection qui prend 300 millisecondes, que le temps de serveur est relativement long, et qu'ensuite on met, par contre, beaucoup de temps, une seconde, à charger les données, et ensuite il y a tellement d'éléments dans cette page-là que ça met 8 secondes à se charger après ce fait-là. Et là, je peux voir exactement comment ça a été chargé. Je vous montre jusqu'où il faut pouvoir aller. Et puis ensuite, on peut mener ces éléments-là sur une application en particulier. Donc, si on reprend, Asana comme exemple, par exemple, on peut aller regarder ce qui se passe chez Asana spécifiquement, essayer de comprendre pourquoi j'ai tant d'attentes sur Asana, essayer de comprendre où sont les utilisateurs, comment la connectivité impacte leur performance. Donc, vous voyez, les gens qui sont chez Altima au Canada ont une relativement bonne performance. Ils ont du temps d'attente. Ça, c'est un pattern en fait de cette application-là. Vous avez de la redirection ici quand vous êtes en France. On peut voir exactement pour quel type de call d'API on a en fait de l'attente. Et là, vous voyez que l'attente est quelque chose d'important dans Asana. Donc, ça veut dire que grosso modo, il charge beaucoup de choses, mais que dans beaucoup de choses, on a beaucoup de requêtes qui sont en attente, en fait, mises en attente par le browser. Donc, vous voyez la même chose au niveau des hostnames. Et là, vous voyez qu'on a en effet une quinzaine de hostnames impliqués à des degrés différents dans l'expérience utilisateur, mais qu'on va avoir des problématiques de ce type-là. Donc, si on prend
cette problématique-là, si je voulais diagnostiquer comment ça se passe le chargement d'une page Asana, je pourrais aller dans l'activité et puis regarder, voilà, quand j'ai une page Asana avec énormément de redirection ou avec énormément de queuing, je peux aller regarder pourquoi et regarder quels sont les éléments qui posent problème. Est-ce que c'est le hit ici, c'est le premier hit de processing en fait qui est long et c'est une question de problématique serveur. Et on peut tout à fait voir quelle requête a été faite. Et puis si je veux regarder un autre élément comme celui-ci, je peux voir que j'ai un problème de redirection et je sais exactement quelle requête donne lieu à une redirection. Ces éléments-là, c'est important de les comprendre au niveau applicatif, mais en fait, vous voyez, là, ici, ce qu'on va voir cette fois, c'est la joignabilité réseau d'Asana. Donc là, vous voyez, j'ai pris Asana, vous avez une carte avec un nombre de stations. Plus on est proche du bleu, plus la latence est courte. Plus on est dans le violet foncé, plus la latence est longue. Et plus la barre rouge est importante, plus il y a de perte de paquets. Donc là, vous avez un bon exemple de SaaS pour Asana. Pourquoi c'est mieux depuis le Canada que depuis l'Europe? Tout simplement parce que vous avez une latence qui est plus courte. Et quand vous voyez qu'on est ici à 93 millisecondes alors qu'on est à 15 millisecondes, c'est probablement qu'ils hébergent leur application principalement aux US. Donc ensuite, on peut rentrer dans le détail et voir depuis quel pays, par exemple, on a des latences ou des pertes de paquets importantes. Et vous voyez que quasiment toutes les stations européennes sont à 100 millisecondes avec ou sans perte de paquets. Donc ça, c'est une première réponse. Ensuite, on peut s'interroger de façon peut-être plus précise. On va descendre dans le détail et on va prendre, je sais pas, uniquement Paris, par exemple. Et on peut aller regarder, je sais pas, depuis Courbevoie, où est-ce qu'on a de la perte et quelle est la problématique qu'on rencontre. Donc là, je vais garder que celle-là et vous montrer en fait quel chemin est pris et qu'est-ce qui fait que la performance varie ou ne varie pas. Donc là, le principe, c'est de pouvoir voir depuis un point quel est le chemin réseau qu'on prend, où est-ce qu'on est redirigé. Et là, vous voyez qu'on est redirigé en fait aux US via Telia, donc c'est la raison pour laquelle vous avez de la performance. Où est-ce que la latence est générée? Vous voyez qu'il y a deux routes pour traverser l'Atlantique via le réseau Telia pour rejoindre Asana, et c'est ça qui fait qu'on a de la perte. Et on peut aussi localiser. Est-ce qu'il y a de la perte? Est-ce que c'est un endroit où je peux agir? Oui, si ça c'est ma station et que ça c'est le premier nœud de mon opérateur, ou en l'occurrence c'est un nœud interne, oui, j'ai de la perte ici et je suis donc capable de prendre des mesures correctives pour corriger cet effet de perte-là. Alors l'élément qui est peut-être encore plus intéressant ici, c'est des éléments qui se produisent en fait de façon très courante quand on parle de SaaS. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais libérer mes filtres. Je regarde en fait Slack et la joignabilité de Slack. Et fait intéressant, Slack, c'est comme une boîte US. On se rend compte que sur la côte ouest des États-Unis, on a une latence qui est un peu élevée. Donc on peut aller zoomer ici et voir que, par exemple, en Californie, on a une perf qui est régulièrement mauvaise. Donc on va regarder ça. On va regarder peut-être si c'est un phénomène très courant ou si c'est quelque chose qui varie dans le temps. On peut éventuellement regarder sur une période plus longue ce type d'éléments pour identifier les changements. Et on va voir qu'en effet, on a des changements, par exemple à San José. Vous voyez qu'il y a un pic qu'on aperçoit sur la Sparkline de latence et on peut aller expliquer en fait ce pic et comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. D'ailleurs, ça correspond également à un pic de perte de paquets. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre station de San José, on voit qu'on arrive dans un réseau, vous voyez, typiquement cloud, ultra distribué, ça c'est de l'Amazon. On peut voir toutes les différentes redirections, et donc on va voir si on est redirigé en fait dans la même partie de l'infrastructure ou ailleurs. Et puis quand on a une problématique de ce type-là où la latence explose, où la perte explose, on peut se focaliser sur ce point-là et aller regarder à quel nœud on se connectait à ce moment-là, et on sait que c'est là. Et où est-ce qu'on a de la latence excessive qui est apparue et on voit que c'est vraiment dans le début du réseau en fait Amazon. Et on a probablement une apparition de perte aussi. Et avec un peu de chance, elle apparaît au même endroit ou pas. Alors là, ce diagramme-là est plus compliqué.
On parle de taux de perte tout petit. Si on regarde ça sur des périodes plus longues, si je navigue en fait sur San José vers ces éléments-là, je peux naviguer de semaine en semaine, et vous allez voir que parfois, dans le passé, on a eu des changements beaucoup plus importants. Et ça, c'est des phénomènes qu'on voit très souvent en ça, c'est-à-dire qu'on part de 20 millisecondes à 37 millisecondes, et ce qui fait la différence, c'est la redirection. C'est-à-dire que ici, je suis redirigé, vous voyez, vers cette adresse IP-là, qui est chez Amazon aux US, et une demi-heure plus tard, pour exactement le même contexte d'utilisation réseau, c'est-à-dire les mêmes adresses IP, le même fournisseur, etc., et bien, je suis redirigé en fait vers une adresse qui n'a rien à voir via quelque chose, via Telia, et je vais dans une destination qui n'a rien à voir avec Amazon. Et ça, c'est un élément important qui peut faire varier en fait la performance de tous nos utilisateurs en fonction de leur contexte. Voilà, donc ça, c'était une rapide démonstration de comment on approche en fait la performance SaaS. Reprenons le fil. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Le principe, c'est d'instrumenter non pas le poste, mais d'instrumenter en fait uniquement le navigateur pour créer quasiment aucune charge CPU RAM. Ça permet de capter en fait toute l'information que vous verriez via un DevTools, qu'on va ensuite enrichir avec du contexte. Et le deuxième élément, c'est de faire des tests actifs pour aller plus loin dans les couches réseau et DNS et de comprendre en fait quel chemin est emprunté. Toutes ces informations-là, elles arrivent dans notre base. Le déploiement est quasiment instantané. Lancer un POC, ça prend une vingtaine de minutes et ça ne nécessite aucune maintenance. Et ça permet en fait de visualiser ce que vous avez vu et donc de maintenir vos utilisateurs plus productifs, être capable de façon proactive, optimiser la performance vers les applications SaaS qui sont clés pour vos métiers, de savoir optimiser les performances, les processus IT autour du SaaS, c'est-à-dire optimiser l'interaction entre les différentes équipes qui ont un impact sur la performance SaaS, savoir optimiser l'infrastructure, savoir responsabiliser ses fournisseurs, savoir gérer en fait les fournisseurs de CASB, les fournisseurs SaaS, les fournisseurs de transit réseau, en fonction de leur impact et de ce qu'ils peuvent optimiser dans l'accès de vos utilisateurs au SaaS. Et merci encore. À bientôt.